Bonjour Loïc Pen. Bonjour. Alors vous avez passé la nuit en garde au SMUR de l'hôpital de Creil. Où en est-on ce matin? Bah, alors déjà, ça devient un rendez-vous sympa, hein. On se voit les matins de garde. Voilà, ça devient intime. Où en est-on? On l'a dit partout, c'est en train de s'améliorer en fait. C'est-à-dire que au dernier live qui devait dater d'à peu près une semaine, je disais qu'il y avait moins de consultations tout venant Covid, qu'on avait une stabilisation, mais qu'en réa, c'était encore difficile puisqu'il y a un décalage de 8-10 jours pour l'aggravation des patients qui vont faire des formes sévères et donc on les aura encore pendant 8-10 jours. Là-bas, les 8-10 jours sont à peu près passés, hein. La baisse la stabilisation était intervenue depuis 4 jours au dernier live. Et là, on a finalement assez naturellement la baisse en réa, puisque les patients, il y en a moins qui arrivent. Ceux qui allaient en réa étaient ceux qui étaient hospitalisés. Et donc aujourd'hui, ceux qui étaient hospitalisés et qui faisaient des formes graves, il y en a moins d'hospitalisés, puisqu'on est sur la fameuse semaine et plus les 4 jours. Là-bas, voilà, on est dans le moment où il y a moins d'aggravation et donc on retrouve de la marge de manœuvre en réa. On retrouve la capacité à prendre les patients parce qu'il y a eu des moments de tension alors extrêmement forts dans certaines régions, hein. On a tous en tête la difficulté dans l'est de la France et les problématiques qui sont posées aux médecins à devoir faire du tri. Là, on est en train de passer ce cap. Donc, bonne nouvelle. Après, voilà, on n'est pas du tout dans une situation réglée. On a passé ce cap parce que le confinement a permis, maintenant c'est visible, de réduire le nombre de contaminations. Et donc pour l'instant, on a une population naïve, une population pas immunisée, voilà, qui est confinée, qui n'a plus de contact pour une grande partie d'entre elles avec le virus. Alors, il y a encore des cas quand même, hein, parce que le confinement est loin d'être parfait, on y reviendra sûrement. C'est compliqué qu'il soit parfait, mais il y a des choses quand même un peu aberrantes, hein. On parle de redémarrer le BTP, dans quelles conditions? Il y a toujours des usines qui tournent, qui ne sont pas des usines essentielles à l'effort sanitaire et au maintien de pays. Donc voilà, il y a toujours ces questions-là qui sont posées, parce que c'est la permanence des injonctions contradictoires de ce gouvernement qui sont quand même compliquées à suivre. Mais pour l'instant, voilà, ce confinement, certes imparfait, a réussi à diminuer le nombre de contaminations. La question maintenant, c'est quand est-ce que on va pouvoir revivre normalement et sortir les gens du confinement. Si on le fait maintenant, là, en l'état actuel des choses, on fait repartir l'épidémie. C'est une évidence puisque on n'a toujours pas testé la population, on ne sait pas qui est immunisé. Alors c'est un virus certes très contagieux, mais le confinement fait qu'on n'a pas, on a plein de gens qui n'ont pas eu de contact avec le virus. On ne sait pas où on en est. On ne sait pas où on en est des gens qui ont été contaminés parce que les tests ont été faits de façon très light. Je veux dire, on n'a pas eu la position de l'Allemagne ou de la Corée qui a massivement testé sa population. Donc on ne sait pas où on en est. On n'a pas encore les tests sérologiques. Alors là, par contre, bonne nouvelle, ils vont arriver. Ils vont arriver. Il y a Alors, ils vont arriver quand? La semaine prochaine, ça devrait commencer, hein. C'est incessamment sous peu puisque on a un test d'une entreprise alsacienne qui a été validé au niveau européen. Pour l'instant, on n'a pas sa validation en France. Toujours un peu lent, mais ça va arriver incessamment sous peu. De toute façon, à partir du moment où ils ont été validés sur le plan européen, c'est des tests qu'on va pouvoir utiliser, des tests sérologiques, j'y bien, pour avoir les immunités. Alors, Euh, comment ça se passe un test sérologique? Alors là, en l'occurrence, c'est un TROD, c'est-à-dire c'est un test rapide d'orientation diagnostique. TROD, c'est joli, hein. C'est-à-dire que ça va être une piqûre au bout du doigt, une languette, on vérifie, un quart d'heure après, on a le résultat. Donc voilà, c'est un truc qui peut nous permettre d'aller très vite pour savoir si les gens sont immunisés ou pas. C'est pour l'instant produit par des Chinois, même si c'est une entreprise alsacienne, mais on nous annonce que dans la semaine qui vient, on va pouvoir commencer la production locale avec une centaine de milliers de tests par jour a priori. Voilà un peu les infos qui nous reviennent. Donc rapidement, on va pouvoir faire là quelque chose de faire des diagnostics, essayer de voir où on en est finalement de cette épidémie, parce qu'on est toujours dans le brouillard. Faute de tests, on est toujours en difficulté. Et on peut à partir de là comprendre que le confinement, on va pas pouvoir le lever en 2 secondes avant d'avoir une idée de ce qu'on fait, tout simplement, parce que j'avais parlé de retard à l'allumage.
voilà, c'est plus retard à l'allumage. Hein, je sais même pas comment qualifier ça. Quand en Allemagne ils font 500 000 tests par jour, on nous dit formidable, fin avril, des tests PCR là pour voir si le virus est là, pas les tests sérologiques. Nous on nous dit qu'on va en faire 50 000 fin avril. Alors il y a plein de gens qui ont fait ce calcul, mais voilà, c'est un calcul mathématique tout simple. 67 millions de Français divisé par 50 000 tests par jour. Combien de jours faut-il pour tester la population en plus de 3 ans et demi? Voilà. Donc évidemment, on peut pas. Enfin, ça paraît formidable, 50 000 tests par jour. On en faisait 10 000 au début par mois, donc on se dit c'est formidable, c'est une pleine croissance. C'est complètement en dessous de ce qu'il faut faire. Hein. De toute façon, sur les capacités qu'on a eu à répondre institutionnellement à l'épidémie, on est dans un truc, une faillite logistique. J'avais déjà employé ce mot-là, mais tant pour les tests que, voilà, on a vu les Anglais nous monter un hôpital de campagne à Londres avec 4000 places par l'armée. Nous, on a mis 30 places devant un hôpital alsacien, quoi. Enfin, tout est comme ça. On a l'impression que tout est petit bras, rien n'est géré. C'est quand même assez inquiétant. Et donc, à partir de là, comme les choses commencent enfin avec beaucoup de retard à se faire, on va avoir ces tests dont on a besoin. On va pouvoir commencer à se dire, voilà, on va voir déjà où on en est et on pourra déconfiner. Alors déconfiner. Alors c'est pas avant un moment le déconfinement quand même. Ça va prendre un certain temps. Après, je suis pas voyante extra lucide, mais ça va pas être demain, ça c'est sûr. Vu qu'on sait pas. On est dans une gestion de pénurie finalement. On adapte nos décisions, enfin les décisions gouvernementales ne sont pas les miennes. Je vais dire qu'ils assument leur connerie. On adapte ces décisions à une situation de pénurie. À une situation, on n'a pas de place, on n'a pas de masque, on n'a pas de place dans les réa, on a un système de santé qui a bout de souffle parce que l'hôpital public a été mis en difficulté par des cures d'austérité qui durent depuis 20 ans et que son gouvernement a puissamment relayé malgré le mouvement des hospitaliers. Donc voilà, on est sur cette situation. Je disais la dernière fois, il faut pas être bien intelligent pour comprendre que rincer l'hôpital public pendant des années, ça le met pas en position de répondre correctement dans les meilleures conditions à la prise en charge d'une épidémie telle que celle qu'on vit. Voilà, c'est tout. On paye des politiques néolibérales sur des années et on est sur la même chose pour les tests parce qu'on attend que le marché réponde alors qu'il fallait de la puissance publique pour mobiliser l'industrie obligée à réquisitionner si besoin des sociétés pour fabriquer des tests. On n'a pas eu cette pratique. On a attendu que le marché réponde. Le marché il répond en fonction de la rentabilité. Il ne répond pas en fonction d'impératifs sanitaires. C'est quand même ça la réalité. Donc on est sur là une difficulté logistique extrêmement forte. C'est en train de bouger puisque on a. Alors je suis désolé, j'ai laissé mon téléphone, ça sonne. On est en train de réussir à obtenir des moyens de travailler avec entre autres des tests sérologiques, mais le temps qu'on les fasse à la population, qu'ils soient produits encore en plus grand nombre, même si c'est un bon démarrage. Et qu'on sache où on est, oui, ça va pas se faire comme ça. Et je disais, le déconfinement, il va forcément pas être le jour d'après, tout le monde sort. Ça va pas être comme ça. Il va falloir qu'on sélectionne les gens immunisés, il va falloir qu'on continue à garder des mesures barrières, parce que sinon les contaminations vont partir et on n'a toujours pas de traitement. Parce que voilà, si on avait un traitement demain, alors, j'en parlerai un peu des traitements de ce qui est en train de phosphorer un peu partout, parce que ça travaille beaucoup. Mais à ce jour, il n'y a pas de traitement efficace reconnu au Covid-19. Et donc, j'espère que ça va pas continuer comme ça. Et donc, c'est une situation, on peut pas laisser des gens en leur disant, écoutez, voilà, on a ralenti la courbe, on a permis aux services de santé d'absorber la première vague et on va vous laisser ressortir, refaire une deuxième vague qui va être certes un peu moins violente, mais quand même, et puis on redébordera les services de santé et on va retrouver la même situation. Donc, il faut qu'on profite de l'acquis pour continuer à gérer au mieux, avec les moyens qui sont malheureusement les nôtres, cette épidémie. Alors, merci pour toutes ces explications extrêmement précises. Donc, clairement, le confinement, c'est pas avant le début de l'été, même peut-être l'été ou la rentrée prochaine, on ne sait pas exactement. Mais les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour passer à la phase de déconfinement, dans la mesure où on n'a pas de tests en nombre suffisant encore à ce jour, même si ça va commencer à arriver, ce que vous dites, les tests sérologiques.
Mais je pense que est-ce que les tests sérologiques c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas en plus les tests PCR et des masques pour toute la population? Ben si, il faut de tout. Il faut de tout, on est gourmand. Il faut de tout parce que la sérologie nous permet de dire les gens qui étaient en contact avec le virus ont une immunité totale ou partielle, on ne sait pas encore, mais ont une immunité. Les masques, de toute façon, il va pas falloir, enfin maintenant, le débat sur les masques, il se repartait encore, mais c'est réglé. L'Académie de médecine a pris une position extrêmement claire, qui est celle-ci. Les masques FFP2 aux soignants, parce que on est sur des soins et on est potentiellement contaminé. On reviendra aussi sur les soignants, parce que le tribut est quand même extrêmement lourd là. Et des masques chirurgicaux qui sont certes pas protecteurs, mais si tout le monde en met, personne ne se crache dessus et on n'a pas de contamination. Et, dire, les pays qui ont utilisé cette technique montrent que on diminue très fortement la contagion dans ce contexte. Donc voilà. Après, j'ai vu là, c'est pas le moment, c'est pas encore obligatoire. Enfin, ça tergiverse encore, mais là encore, ça tergiverse parce qu'on les a pas les masques. C'est tout. Enfin, depuis le début, on a le sentiment quand même que la stratégie est adaptée à la pénurie. C'est pas comme ça enfin voilà, c'est pas comme ça qu'on élabore une stratégie. C'est pas possible. Enfin, si, ça donne cette situation ubuesque où tout le monde est enfermé chez soi. Quoi, voilà. Alors, une question sur le moral des soignants. Parce que vous êtes en flux tendu, c'est parti pour durer, vous le savez. Comment ça se passe, vos collègues à l'hôpital? Ça fatigue un peu. Ce qui est embêtant, plus qu'embêtant, le mot est faible en fait, c'est qu'on a de nombreuses contaminations dans le personnel. Voilà. D'ailleurs, il faudra que tout le personnel fasse une sérologie parce que on ne sait pas ce virus s'il aura des conséquences ultérieures. C'est un nouveau virus, donc on ne connaît pas. On a eu d'autres virus avec un collègue me prenait l'exemple du chikungunya en disant on avait la phase du chikungunya, puis on a découvert quelques temps après que ça donnait des rhumatismes, que les gens gardaient des douleurs articulaires, des choses comme ça. Tout ça, faut à un moment donné le prévoir. Il faut faire des sérologies parce que les soignants seront peut-être amenés à faire reconnaître des maladies professionnelles. Donc là aussi, il y aura quand même des choses à faire. Et puis tout simplement, il faut savoir où en est l'immunité des soignants pour pouvoir les mobiliser sur des services Covid, puisqu'ils ne seront plus dans une situation à risque comme leurs collègues qui eux sont pas immunisés peuvent l'être. Donc il faudra qu'on gère aussi des effectifs comme ça. Là, les soignants, ils sont obligés de remplacer leurs collègues malades qui font des heures en plus. Donc évidemment, c'est dur parce que ça fait quand même des années que la situation est dure. Enfin, des fois, j'ai l'impression qu'on découvre l'eau tiède, mais toute l'année dernière, les soignants ont expliqué que les conditions de travail étaient plus possibles. Ça s'est pas amélioré. Ça c'est pire, puisque il y a des malades, parce qu'il y a plus de patients, parce qu'il y a plus de travail, parce que il a fallu mobiliser tout ce qu'on pouvait. Je le dis encore, heureusement que la réserve sanitaire, des collègues retraités, des collègues de spécialité sont venus aider partout. Sinon, on n'était pas capable de le faire. Mais là encore, c'est notre système qui est en faillite et on est obligé de se débrouiller. Heureusement, il y a un bel élan. C'est comme les problèmes techniques, quoi. Les masques qui nous sont donnés par les entreprises, les gels hydroalcooliques, les hôpitaux qui mendient des moyens auprès de la charité publique, le téléthon gouvernemental. Enfin, on est en train de trouver toutes les solutions d'urgence, même des solutions qui sont anormales, qu'un gouvernement l'avait dit, fasse appel aux dons, alors que normalement il y a un truc qui s'appelle l'impôt qui est censé organiser la solidarité. On est sur quelque chose qui est tout à fait incroyable. Localement, on a fait pareil. Et donc, oui, ça fatigue. Alors, et puis, oui. J'ai oublié ça fatigue et puis il y a aussi de la peur. Alors la colère, je vais pas y revenir, ça fait plus d'un an que les gens sont très en colère et que c'est pas amélioré, mais il y a de la peur parce que pour l'essentiel, ce virus il reste tout seul. Pour l'essentiel, mais pour certains cas graves, les conséquences, on les a pas encore toutes, sont sérieuses. On a des morts, ça, tout le monde le sait. On a aussi des gens qui s'en sortent. Tout le monde s'en sort pas indemne. On a des gens qui ont des insuffisances rénales, on a des insuffisances respiratoires, on a des troubles neurologiques. C'est un petit pourcentage de cas, mais ça inquiète beaucoup la communauté des soignants. C'est les conséquences du coronavirus. Une fois qu'on l'a attrapé, qu'on a été soigné, il y a Ouais, c'est les conséquences des formes graves du coronavirus et de la réanimation. On sait pas bien encore, parce que chaque fois on nous demande des réponses très précises, c'est un nouveau virus. Donc on sait pas encore ce qui est dû
au coronavirus, mais on pense que l'essentiel est dû, et ce qui est dû à des séjours prolongés en réanimation. Mais là encore, il y a des choses neuves qui sont en train d'avancer là-dessus. D'accord. Alors sur les sur les médicaments et les soins possibles qui sont à l'état de recherche, Emmanuel Macron a rencontré le professeur Raoult vendredi ou jeudi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça me fait une belle jambe surtout. Enfin, je veux dire, on s'en fout que Emmanuel Macron rencontre le professeur Raoult. C'est un geste politique qu'il pose là. Le professeur Raoult, de fait, il incarne une espèce de truc. C'est quelqu'un d'atypique, un parcours un peu atypique, qui s'est dressé en apparence contre la technocratie et l'académisme dans ses certitudes. Enfin voilà, il a inspiré des gens. Il a inspiré des gens et il y a des gens. Enfin, on arrive à un truc aberrant, c'est que on a un sondage sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Bon, 59% des gens veulent qu'on donne de l'hydroxychloroquine, c'est super, mais c'est pas le sondage qui va faire que ça marche ou pas. Hein. Ça va rien changer. Hein. Et là, on est sur un truc un peu, un peu extraordinaire, mais qui est un fait sociologique, un fait politique. Emmanuel Macron va voir Raoult parce qu'il veut s'accaparer cette question-là, à mon sens. C'est-à-dire que il veut se draper dans l'aura actuelle de ce personnage. Parce qu'il sent bien que la population n'est pas tout à fait heureuse de sa façon de sa gestion de crise. Et donc, il se rattrape. Alors, après, en termes médicaux, ça n'a évidemment aucun impact que Macron fasse un déplacement à Marseille, si ce n'est que c'est quand même ça va être diversement apprécié, parce que alors moi, je suis pas un farouche défenseur des institutions scientifiques très fermées, non. Par contre, je suis un farouche défenseur de plein de gens qui font de la science, qui sont des chercheurs, qui travaillent. Ça se fait en ce moment dans les CHU. Et là, on leur explique quand même à ces gens-là que finalement, quand un débat se porte sur la place publique, même sans preuve scientifique, c'est plus efficace que de travailler dans un labo de recherche. C'est pas hyper fin quand même ce qui renvoie aux gens qui sont en train de travailler, ce que vient de faire le président Macron. Mais après, voilà, lui, il joue une partition politique, pas autre chose. L'hydroxychloroquine, là, l'équipe de Marseille nous dit il y a une étude, c'est formidable, 1 millier de patients dans la cohorte et 91% des patients soignés. Je discutais avec un des amis qui a fait le circuit Covid à Creil, voilà, qui a vu des centaines de patients, au moins 600, et qui me dit j'en ai soigné 90%. Parce que faut bien mesurer que ce virus, pour l'essentiel, il se soigne tout seul. Heureusement, je le disais, il y a des formes graves et c'est celle-là qui nous inquiète beaucoup, mais il se soigne tout seul. Donc, il dit 90% que j'ai vu, je l'ai soigné avec du Doliprane, il n'y avait pas de chloroquine. Donc, cette étude qui dit on soigne 91% des gens, elle n'a pas de valeur en fait. Tant qu'il n'y a pas un groupe témoin pour dire comment ça marche, et que ça tombe sur des chiffres sensiblement identiques à ce que nous on a ici sans traitement, on ne sait pas. Alors, moi j'ai été dessus qu'on dit il faut donner l'hydroxychloroquine parce que on ne sait pas si ça va marcher, mais ne perdons pas une chance. Voilà. Et attendons les études pour décider ensuite d'une attitude rationnelle. Là pour l'instant, je suis toujours sur cette logique parce que j'ai pas la preuve que ça ne marche pas. Voilà, donc moi je pense qu'il faut donner ce traitement. C'est une position personnelle, je ne pense pas une position de tout le monde. On est en débat sur cette question, donc c'est une position personnelle. Et si ça ne marche pas, on arrêtera. On a là un médicament qui est ancien, qui a un profil de risque connu, sur lequel il y a des précautions à prendre. On va le donner comme ça, comme des tic-tac, mais si c'est fait en milieu hospitalier correctement, il n'y a pas de grand risque et on a peut-être une chance. Peut-être. Pour l'instant, rien n'est prouvé. La dernière étude ne prouve toujours rien. On attend avec impatience une étude qui se fait à Angers aujourd'hui, en ce moment, qui elle, est plus fiable parce que comparable. Parce que on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça fait d'ailleurs un peu peur. Moi, j'ai été interpellé à titre personnel sur un réseau social, Facebook, où on me disait mais comment expliquez-vous, puis c'était à moi d'expliquer d'ailleurs, comment expliquez-vous que il y ait moins de morts à Marseille, que le taux de mortalité soit moins fort à Marseille? Je l'explique pas, c'est du b.a.-ba. Ici, on n'a pas de test. On a testé au compte-gouttes et essentiellement les formes graves. Donc évidemment, dans ce petit test, notre pourcentage il est plus important de formes graves puisque c'est cela qu'on teste. À Marseille, ils testent très très large et ils ont raison. C'est là, par contre, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais du coup, ils testent aussi toutes les formes légères.
Et ceux-là, quand on les compte, on a moins de morts puisqu'on a testé tout le monde. On n'a pas testé que ceux qui allaient mal. Mais en fait, on prend des bouts de chiffres un peu partout et on essaye de faire dire à ces chiffres des choses qu'ils ne disent pas aujourd'hui. Nous, sur le terrain, ce qu'on veut, c'est des certitudes, c'est un peu exagéré parce qu'on est sur un virus neuf, on les aura pas en 2 secondes, mais on veut savoir ce qu'on fait quand même. On peut pas traiter en fonction de la visite de Macron et des sondages ou des prises de position Facebook. Il faut bien qu'à un moment donné on travaille. Et à ce titre-là, d'ailleurs, ça travaille. À Marseille, je ne le nie pas, même si pour l'instant il n'y a pas de résultat. Mais moi je reçois, alors j'ai reçu par mes collègues les premiers écrits, c'est pas encore des publications, c'est des gens, parce que voilà, les gens qui nous font ces publications, c'est des réanimateurs qui bossent 23 heures sur 24 et qui dans l'heure qui reste arrivent encore à réfléchir pour nous sortir des trucs intelligents. Moi, c'est ceux-là que j'aurais tendance à admirer plutôt. Ceux-là on les voit pas sur Facebook, ceux-là on les voit pas. Mais c'est des gens qui travaillent aujourd'hui et ça travaille de partout. C'est pas qu'en France. New York, là, les Australiens nous sortent une étude qui pour l'instant est in vitro, parce que je ralentis mon débit pour bien me faire comprendre. Ils ont trouvé une molécule d'ivermectine, un médicament qu'on utilise régulièrement, c'est un médicament pour la gale, qui liquiderait en gros le coronavirus en 48 heures. In vitro, dans des tubes à essai, pour l'instant c'est tout. On sait aussi qu'on a eu des médicaments in vitro, la chloroquine était le bon exemple sur d'autres virus par le passé, qui fonctionnaient in vitro et qui in vivo n'avaient pas d'effet clinique. Donc, mais voilà, ça sera peut-être quelque chose. Simplement, faut pas s'emballer, faut laisser un peu de temps parce que ça peut pas se faire en 2 secondes. Mais moi j'ai vu des choses revenir sur la physiopathologie je le disais la dernière fois, c'était Lille qui nous a sorti des écrits. Le CHU de Lille, la Réa de Lille visiblement, sur la physiopathologie du virus. C'est honnêtement ce qu'ils découvrent et ce qu'ils comprennent est formidable. Et on est vraiment en train de comprendre comment marche ce virus. À partir du moment où on comprend comment ça marche, on trouve comment le combattre. Et d'ailleurs, les stratégies qui sont appliquées en ce moment en réanimation, alors là, tout ça c'est pour les cas graves, sont en train de changer du tout au tout. On a fait des choses qu'on va plus faire du tout. On va utiliser des médicaments qu'on n'utilisait pas de la cortisone en particulier. Et puis on comprend que c'est pas une pneumonie, mais que c'est un syndrome inflammatoire, que ça touche l'hémoglobine, que ça touche les vaisseaux, qu'il y a plein. Alors je peux pas faire le résumé en 2 secondes de ce que j'ai lu de Lille, parce que honnêtement c'est trop complexe et on attend que de toute façon ils publient in extenso ce qu'ils ont trouvé, parce que c'est pas à moi de le dire à leur place et je serais sûrement pas bon dans la façon de dire les choses. Ils ont pas juste le résumé que j'ai reçu, ils ont tous les éléments, donc ils feront quelque chose de plus clair. En tout cas, moi je trouve que c'est fabuleux de voir que ces équipes partout, pas que partout, travaillent, trouvent des choses et les envoient même à peu près pour qu'on puisse tous réfléchir et tous adapter nos stratégies de traitement, parce que c'est ça qui est important, c'est ce beau travail en commun international. Il y a vraiment une mobilisation de la science, des chercheurs pour trouver des solutions et réussir à éradiquer ce virus, à soigner les gens. Alors après, pour revenir à la question initiale, puisque là je m'en suis écarté, mais c'était très intéressant. Le voyage de Macron. Oui, et voilà, c'est ces oignons. Enfin voilà, on voit bien cette tentative de capter la colère populaire à son profit, essayer de détourner un peu le sujet, parce que voilà, on est en slip quand même. On a ni test, ni masque, ni traitement, il y a des hôpitaux qui fonctionnent mal. Mieux vaut tout à coup s'adresser, mettre la focale sur peut-être que l'hydroxychloroquine marche, on le sait toujours pas. On sait toujours pas si elle marche ou elle marche pas. Je n'ai pas dit qu'elle marchait pas, je dis qu'on sait pas. Voilà, c'est parce qu'on en est là, on n'est pas ailleurs. Et donc il met une focale là-dessus parce que ça permet de pas parler du reste et puis de s'attirer les bonnes grâces de tous ceux qui voient en le professeur Raoult, qui est pas je suis pas en train de dire que le professeur Raoult c'est le professeur Tournesol, c'est un gars qui il est reconnu, c'est un scientifique, mais on peut pas avoir dans le cadre des recherches, quelqu'un qui a toute la vérité révélée, les autres qui sont tous des crétins. Évidemment, il y a des vérités un peu partout, et il faut qu'on réussisse à faire consensus pour trouver finalement ce qui est exact. Et ce qui est exact, ça se fait aussi avec de la recherche et des études comparatives.
Merci pour toutes ces explications. Peut-être une dernière question. Alors, il y a beaucoup de monde qui suit ce live-là. Vous êtes 673 actuellement. Merci beaucoup. N'hésitez pas à le partager. Vous avez posé beaucoup de questions. Alors, énormément de questions qui finalement ont été traitées au cours du live auquel vous avez répondu, Loïc Penn. Donc je vous invite à revoir le live puisqu'on va le mettre en ligne pour trouver les réponses à vos questions sur les tests, sur le confinement, sur quand on va en sortir, etc. C'est des questions auxquelles on a répondu, vous avez répondu pendant ce live. Peut-être une dernière question et pas des moindres sur le fameux jour d'après, ce qu'on appelle le jour d'après, c'est-à-dire une fois qu'on aura passé cette crise du coronavirus, la question se pose de remettre les choses à plat dès maintenant, de réfléchir à ce jour d'après pour ne pas se retrouver dans la même situation, ne pas se retrouver dans une société où on se rend compte que on n'est pas en capacité d'agir correctement et où nos hôpitaux sont débordés. Donc, imaginez ce jour d'après et agir pour ce jour d'après, c'est un véritable enjeu, c'est un enjeu de maintenant. Quel est votre avis là-dessus? Quelles sont éventuellement vos réflexions, vos propositions pour bâtir ensemble ce jour d'après? Alors, on avait eu une demi-heure, ce qu'on va à peu près respecter. Je vais pas en 5 minutes brosser tout ça. Je vais peut-être donner quelques pistes, mais là, si on repart sur une demi-heure, ça va pas être possible. Mais la première chose, c'est que le jour d'après, il commence aujourd'hui. On n'a pas à attendre. On n'a pas à attendre. Il y a besoin de moyens pour l'hôpital. Il y a besoin d'embaucher des collègues. Il y a besoin de réouvrir des lits. Encore. Et donc, c'est pas demain, ça. Moi, je disais, c'est quand même formidable qu'on ait vachement bien chiffré tout ce qu'on donnait pour le soutien aux entreprises. Et je dis pas qu'il faut pas soutenir les entreprises, encore faut-il choisir lesquelles on soutient, ceux qui sont en train de verser les dividendes et qui sont pas, font pas une attitude responsable, qui sont toujours sur cette logique de faire du fric sans satisfaire les besoins humains. Non, je suis pas pour les soutenir. Par contre, il y a plein de PME et qu'il faut absolument aider. Mais là, on a bien chiffré. Par contre, pour la santé, alors là, il y a un plan européen, mais il y a rien qui est clair quand même. Il y a rien qui est bien clair, ni sur les sommes. Alors, ni on vous donne 2 milliards en urgence. Déjà virer la dette des hôpitaux, ça va nous donner tout de suite plus que ça en marge financière. Voilà, il faut supprimer cette dette, parce que cette dette, c'est pas qu'on a dépensé comme des fous dans les hôpitaux en faisant la fête, c'est le coût des soins qu'on a dispensés à la population française et qui n'ont pas été rémunérés à leur juste valeur. C'est ça la dette des hôpitaux. C'est pas que j'ai acheté un scope pour le mettre à la maison et que ça fasse bip bip. Enfin, à un moment donné, il faut redire des choses simples, mais on est quand même sur de l'extraordinaire. On nous a obligés à fonctionner avec pas assez de moyens. On a dû faire des emprunts et aujourd'hui on nous dit vous devez rembourser aux banques, vous avez plus de moyens d'investissement, vous avez plus de moyens de développement, il faut encore faire des efforts, il faut réduire, il faut arrêter ça. Maintenant faut nous remettre dans des conditions où le service public peut exercer ses missions. Ça c'est la première chose et c'est maintenant que ça commence. Et après il faut dire où on prend l'argent parce que là il y a eu la fameuse note commandée par Emmanuel Macron à la Caisse des dépôts et consignations qui invite à privatiser l'hôpital public le jour d'après parce que c'est une proposition de partenariat privé, c'est l'appel à des fonds privés dans le cadre de fondations pour financer les hôpitaux, c'est-à-dire s'emparer des pans les plus rentables de la santé. C'est ça la traduction exacte. Et ces gens n'ont renoncé à rien, comme l'a bien montré d'ailleurs le directeur de l'ARS Grand Est, qui lui a craché le morceau. Alors il a été limogé, mais il dit franchement ce que ces gens pensent tout bas. C'est-à-dire, il dit on va continuer, on va encore supprimer 500 postes, on va supprimer une centaine de lits, on va continuer dans des logiques de restrictions budgétaires et de casse de l'hôpital. Ce gars a dit ce que tous ces technos pensent tout bas. Simplement, il fallait pas le dire parce que là, ça se voit. Donc là, on cache un peu la poussière sous le tapis, sauf que la note de la CDC là nous montre que la poussière est pas très bien cachée sous le tapis. Ils ont renoncé à rien, et donc il faut refinancer l'hôpital avec des fonds publics, avec l'intervention de la sécurité sociale à qui il faut redonner des moyens. Donc il faut redévelopper les cotisations de la sécurité sociale, que les profits financiers cotisent au même titre que les salariés, c'est 20 milliards, qu'on revienne sur les exonérations de cotisations sociales qui ont été sanctuarisées à partir du CICE, là encore c'est 20 milliards à récupérer, qu'on se batte contre la fraude fiscale parce que là c'est des investissements que l'État faisait, l'État investissait, construisait les hôpitaux, la Sécu faisait fonctionner les hôpitaux, les salaires, et l'État bâtissait
bâtissait. Aujourd'hui, l'État bâtit plus. Il demande d'emprunter pour bâtir. La fraude fiscale, qui est de 80 à 100 milliards d'euros par an, pourrait nous permettre de rebâtir des structures, rebâtir des hôpitaux de proximité. Enfin voilà, mais ce que je dis là, c'est évident finalement. Enfin, dire, il faut un collectif budgétaire de 10 milliards pour rattraper ce qu'on nous a piqué, 9 milliards là sur les dernières années pour la santé. Donc il faudrait ça, il faudra mettre l'ONDAM à 5%. Enfin, il y a des choses simples à faire. Et on voit qu'on a l'argent, puisque je dis, si on fait cotiser les capitaux, c'est 20 milliards, il nous restera même 10 milliards pour les retraites, puisque le sujet va revenir aussi sur la table. Mais c'est une remise en cause profonde de la logique du système actuel, parce que ça veut dire que tout à coup, on décide de consacrer de l'argent aux besoins de la population et puis à la rentabilité du capital. C'est pas là-dessus qu'on est. Enfin, pourquoi la santé, alors au-delà de cette crise, c'est un nœud du problème. Tout le monde comprend en fait l'intérêt d'un bien commun qui serait un service de santé publique et qui répond aux besoins des gens. Tout le monde, ça le comprend. C'est moins évident quand c'est l'énergie, l'électricité, les transports, qui sont pourtant des biens fondamentaux aussi. Mais la santé, les gens le comprennent. Et puis c'est quelque chose qui est dans notre pays une exception internationale. Au sortir de la guerre, on a créé un système, la sécurité sociale, géré par les salariés eux-mêmes, c'est le cas depuis, on a été remise par l'État, puisque c'est une étatisation ce qu'on vit, on parle de libéraliser, mais ils étatisent aussi. Donc c'était géré par les travailleurs eux-mêmes, à partir de leur cotisation sociale, c'est-à-dire de l'argent pris sur la création primaire de richesse, le travail, des cotisations fléchées, qui allaient aux biens de santé, à des pensions, la retraite, à la traite. Mais il faut bien mesurer ce que ça représente, c'est 500 milliards d'euros. Le budget de l'État, pour mémoire, c'est 392 milliards d'euros. C'est-à-dire que la Sécu, c'est plus important. La crise qu'on vit, pas seulement sanitaire, mais financière, qu'on a vécue en 2008, qu'on s'apprêtait à revivre, on nous dit que c'est le virus, c'est pas le virus. Je veux dire, le virus a été un déclencheur, mais on avait une situation où on avait accumulé, enfin les financiers avaient accumulé encore plus d'argent qu'en 2008. C'est-à-dire qu'on avait cette fameuse bulle financière qui a pété en 2008, elle était prête à péter aujourd'hui. Ce qui s'est passé avec la crise pétrolière et le coronavirus va sûrement déclencher cette problématique. Même si là, bizarrement, ça va l'améliorer temporairement, parce qu'on a tellement perdu de capital qu'on a moins d'accumulation. Mais là, je vais pas faire de l'économie, non, je suis à peu de la médecine. Mais cet argent est à la recherche de rentabilité. La dernière fois, ils n'arrivaient plus à le rentabiliser, ils ont fini par faire des prêts hypothécaires qui seraient jamais remboursés, ça s'appelait des subprimes. Voilà, on a connu cette crise. Parce qu'il fallait rentabiliser cet argent, ils n'arrivent pas à le rentabiliser. Aujourd'hui, ils veulent encore le rentabiliser et on a en France 500 milliards d'euros qui ne rentabilisent pas de capital, qui sont reversés directement aux gens. Mais ils en rêvent de mettre la main là-dessus. C'est pour ça que c'est un tel sujet. C'est pour ça, c'est pas tout à coup les politiciens libéraux veulent que les petits vieux meurent dans les couloirs. C'est parce que l'enjeu financier il est énorme. S'ils récupèrent 10 à 15% de ce pactole par le biais des assurances, par le biais de la privatisation de la santé, ils en ont encore pour un petit moment à faire durer leur crise. Il n'ira quand même pas arriver. Enfin voilà. Désolé, là du coup on est parti sur la politique. Mais le problème c'est que quand vous demandez le journal, on est obligé de parler de tout ça, parce que sinon on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas pourquoi ils ont mis les hôpitaux dans un tel état, pourquoi ils déremboursent des médicaments. Parce que quand on dérembourse un médicament, on ouvre un marché. C'est l'assureur privé qui peut le rembourser, la Sécu est plus là pour faire son taf. Et on ouvre des marchés. Quand on affaisse l'hôpital public, on ouvre un marché. C'est les grands groupes privés avec des actionnaires derrière qui peuvent s'investir, parce qu'avant on était là, ils ne pouvaient pas. Etc. C'est des logiques de prédation qu'on a aujourd'hui sur ce bien commun qu'est la santé. Et sur le jour d'après, qui commence désormais maintenant, il faut empêcher ça, quoi. Il faut garantir ce qu'on nous a légué, parce que c'est des luttes qu'on crée tout ce système, et puis le moderniser et le développer. Voilà. Alors du coup... On est dans les temps. Merci beaucoup pour cette interview extrêmement riche. Moi, j'invite chacun à la revoir pour ceux qui l'auraient prise en route, parce que vous apportez énormément de réponses très claires sur les différents points qu'on a abordés. D'ailleurs, ça a été noté dans les commentaires. Beaucoup de commentaires vous remercient et remercient la clarté de vos propos, la pertinence des informations que vous apportez. Donc, encore une fois, superbe live aujourd'hui, Loïc Penn ensemble.
ensemble. On va continuer à faire des points réguliers parce que les questions sont toujours là. Chacun s'interroge sur combien de temps va durer le confinement, où en est-on de la recherche sur le Covid, quelles sont les solutions, est-ce que le gouvernement est à la hauteur de ce qu'il annonce, etc., etc. Donc on continuera régulièrement à faire le point ensemble, si vous en êtes d'accord. Voilà. Mais pour l'heure, voilà, pour l'heure, on va vous laisser tranquille, allez vous reposer, parce que vous sortez de 24 heures de garde. Et malgré tout, vous avez encore une belle énergie. Et merci pour tout ce que vous nous avez apporté ce matin. Pas de rien. À une prochaine fois. À très Au revoir. bientôt. Au revoir.